Ok, ben on va démarrer. Merci à tous d'être venus. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un retour d'expérience bien involontaire sur donc un vol de carte de crédit et de téléphone portable. Et donc nous verrons comment sécuriser sa banque en ligne. Alors donc je me présente, donc Patrick Merlin, 25 ans d'expérience en réseau sécurité chez différents grands comptes opérateurs. Donc aujourd'hui, je suis architecte sécurité chez Rakuten et je fais principalement de la revue de sécurité sur des projets. Alors, si je dis Rakuten, je pense que tout le monde va penser en France aux magasins d'e-commerce, peut-être à la TV, au Kobo, au Viber, mais c'est vraiment un ensemble de 120 entreprises. Mais bon, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est revenir sur l'incident en question, voir les réponses à chaud, à froid. On va voir ensemble que ça aurait pu être pire que ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est de un peu trouver toutes les bonnes manières de se protéger. Alors, donc l'incident, c'est un vendredi soir, donc un membre de ma famille qui se fait agresser avec un couteau. On l'amène au distributeur et puis on lui demande gentiment de sortir sa carte. Bon, on commence à donner le code. Donc là, les agresseurs retirent le plafond max, 100 euros. Et petite déception parce que il n'y avait pas beaucoup d'argent sur la carte. Et donc là, grande idée du siècle, c'est ah je regarde ton téléphone, oh tu as une belle application bancaire, donc on demande toujours gentiment avec un petit couteau de se loguer sur l'application bancaire et on commence à voir qu'il y a un peu plus d'argent que sur la carte. Et donc ça se termine avec les agresseurs qui changent le code de l'application bancaire et donc qui partent avec la carte, le téléphone et puis une pièce d'identité, ça peut toujours servir. Et donc avec ce petit combo, on se rend compte que on peut faire de l'authentification MFA, donc deux facteurs, on a des mails, des SMS sur le compte bancaire. Donc la réponse à chaud, en soirée déjà, c'était remise du choc, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et puis on essaye de trouver les numéros pour bloquer la carte. Donc voilà, ça c'est toujours dans les bonnes choses. Alors le vendredi soir, on essaie d'appeler sa banque. Pas de chance, c'est fermé. On se dit, je vais appeler l'opérateur téléphonique, pareil, des disques, revenez demain. Donc là, on se dit quand même, tiens, je vais essayer d'aller voir en me connectant avec mon PC ce qui se passe. Et déjà, chance, parce que donc, sur le PC, on n'a plus besoin du mot de passe, mais il y avait une sorte d'API key qui permet d'accéder à son compte. Et là, on a le petit joli message qui dit ah mais quelqu'un d'autre est connecté sur votre compte, ça fait toujours plaisir. Et donc bien sûr impossible de changer son mot de passe, vu qu'on a plus de SMS, enfin on reçoit plus SMS et on ne connaît surtout pas l'ancien mot de passe. Et donc pendant ce temps, que font les agresseurs? Ils augmentent le plafond, ils font un nouveau tour au distributeur pour rejouer une deuxième fois. Et donc ils commencent à rajouter des RIB, ils font des petits virements instantanés, donc c'est jusqu'à 2000 euros par jour, enfin ça dépend des banques. Et donc confirmation avec les mails et les SMS. Donc, on est simplement, on voit ça et on ne peut pas faire grand-chose. Donc pas faire grand-chose si, juste une seule chose, donc c'est changer le mot de passe de sa messagerie. Parce qu'en faisant ça, déjà, on va dire que toutes les nouvelles tentatives de virement ont été bloquées. Donc la dernière chose qui a pu être faite ce soir-là, c'est un message à la banque en expliquant un peu la situation. Donc le lendemain matin, après une nuit pas très bonne, donc on appelle l'opérateur téléphonique en expliquant un peu le problème, et l'opérateur qui nous dit pas de problème, je vous bloque la ligne, mais par contre l'utilisateur pourra continuer à recevoir les SMS. Et là, on dit, mais c'est exactement ça que j'essayais de bloquer. Et ils nous disent, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas facturé, c'est gratuit. Donc, on appelle à la banque. Donc, la banque, elle, bloque le compte, essaye de faire des tentatives de recall, donc d'annuler des virements. Bon, c'est pas vraiment possible. Et elle envoie un nouveau numéro de code, nouveau numéro de compte en banque par la poste. Donc, qui sera reçu dans les jours suivants. Je vous donne tout de suite le bilan. Donc, les remboursements du distributeur automatique, c'est remboursé, mais tous les virements validés avec le second facteur. La réponse de la banque, vous avez été négligent, vous avez donné vos codes, vous êtes un peu responsable. Enfin, le slide après, je vais vous expliquer que ça aurait pu être pire. Donc, je vous ai dit, tiens, on a changé le compte de la messagerie. Mais en fait,
N'importe qui peut changer ce mot de passe-là, parce qu'une fois qu'on a un téléphone avec l'accès mail, les SMS, les validations de FA, Google ou Apple, eh ben, on peut faire exactement la même chose. Donc c'est, on va dire, quelqu'un qui vous vole votre téléphone peut changer votre mot de passe de messagerie. C'est une sorte de race condition. Ensuite, pareil, effacer les périphériques à distance. Donc, Google, Apple, ils ont tous une superbe interface. Mais n'importe qui a un device enregistré peut effacer les autres devices. Donc, bon, je pense qu'ils étaient plus occupés à faire des virements qu'à essayer de faire tout ça. Mais c'est possible. Ensuite, avec le téléphone, ils ont également ils ont accès à la vie dans le cloud. Hein. Donc, ils ont accès aux mails, aux photos, à tous les documents qui sont stockés dans le cloud. Donc voilà. Et le step d'après, c'est donc à la réception du courrier de quelques jours plus tard de la banque. On reçoit donc le nouveau numéro de compte en banque. Et là, pour se connecter, on nous demande des informations très difficiles. C'est-à-dire que toutes ces informations sont sur la carte d'identité. C'est-à-dire qu'ils demandent le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance. Et il y a quand même une information très difficile à obtenir qui est l'adresse mail. Bon, après, une fois qu'on a le téléphone, je pense que l'adresse mail, on la récupère facilement. Il n'y avait pas du tout d'utilisation des questions secrètes, donc quelque part, à la récupération de ce courrier par les agresseurs, on repart pour un tour. Hein. On repère l'accès à son compte une deuxième fois. Donc maintenant, comment se protéger? Parce que on a vu que ça peut arriver, il faut quand même pas avoir trop de chance, mais ça peut arriver un peu à n'importe qui. Donc les bons réflexes, c'est bien sûr appeler pour faire bloquer la carte, changer le mot de passe de la messagerie et bien sûr faire un reset de tous les équipements que vous avez perdus ou qui ont été volés à distance. Donc là, c'est le premier qui le fait qui gagne. Donc, il faut commencer. Alors ensuite, moi, c'est vrai que comme donc mon métier, je fais un peu d'analyse de risque et tout, je m'étais dit, tiens, dans les anticipations, comment appliquer un peu du threat modeling à cette histoire-là. Donc on va commencer un peu par tous les points. Donc là, on a vu que ça avait démarré avec l'application bancaire sur le téléphone. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir son application bancaire sur ton téléphone? On peut y accéder aussi avec un site web. C'est sûr, quand on prend un téléphone, qu'il n'y a pas d'application bancaire, c'est plus dur de dire donne-moi ton code de ton appli, montre-moi. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Ensuite, tout ce qui est plafond, alors plafond de virement, plafond de carte bleue de paiement, plafond de retrait, etc. Bon, c'est toujours bien de connaître et d'ajuster, sachant qu'il est toujours possible des fois de les ajuster par la suite. Sachez que quand on perd son téléphone, on peut quand même recevoir des SMS. Donc Google propose ça. Il y a des SMS sur le web, ça permet on se log sur un site web, on a ces SMS, donc là pour le cas on aurait pu recevoir des SMS sans avoir le téléphone. Il y a du pour, il y a du contre, c'est-à-dire que quelqu'un qui a accès à votre compte Google peut aussi récupérer vos SMS, c'est pas forcément super bien, mais bon, sachez que ça existe. Alors le step d'après, c'est les codes de MFA, donc l'authentification second factor, multifactor authentication de secours. Donc, quand on n'a plus son téléphone, qu'on se log sur une machine, la première chose qu'il demande, c'est de valider sur un accès. Et manque de bol, si on n'a plus le téléphone, on ne peut plus valider. Donc, pour ça, il existe des codes MFA de secours papier. Pensez à les imprimer, pensez à les stocker. On ne les utilise jamais, sauf le jour où on en a vraiment besoin. Et moi, ce que je vous recommande aussi, c'est de vous entraîner avec toutes ces interfaces pour effacer les téléphones à distance. Donc, on peut soit se déconnecter, soit effacer. Je suis sûr que vous avez tous un téléphone, un vieux modèle qui traîne. Et c'est un très bon, on va dire que à tête reposée, c'est toujours bien de pouvoir faire ça, s'entraîner à faire ça, parce que le jour où il se passe quelque chose, on a moins la tête à ça. Alors quelque chose d'autre qui peut être très intéressant, c'est d'avoir une autre adresse email pour la banque. Ce qui fait que le jour où vous avez un virement, une grande somme, ça envoie des codes, le SMS, donc ça forcément sur le téléphone. Après, le code qui arrive sur votre mail, et si le mail n'arrive pas sur le téléphone, c'est quand même une bonne protection, je trouve. Et pour ça, alors après, vous allez me dire, ouais, créer une nouvelle adresse mail juste pour ça. Je vais perdre le contact avec ma banque. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai un mail dédié pour la banque et je forward tous les mails sur mon adresse mail normale, sauf ceux qui contiennent code, authentification, facteur multiple. Enfin, j'ai une petite liste de choses. Ensuite, pour protéger un peu sa vie dans le cloud, le mieux pour moi, c'est quand même d'avoir une sorte d'un compte par application, ce qui fait que si au moins on vous vole un compte, on a accès peut-être à vos mails, mais pas aux mails, photos, documents. C'est vrai que maintenant, avec tous ces comptes Google, Apple, on a très vite accès à toute votre vie. Et le fait de segmenter,
Bon, ça vous offre de la sécurité, mais ça vous offre aussi du quota gratuit, parce que chaque compte bénéficie de son propre quota. Alors de même, pour payer sur Internet, moi je privilégie maintenant un peu les cartes prépayées, type Revolut ou carte virtuelle de votre banque. Vous chargez 100 € sur la carte, et puis je ne vais pas dire que toutes les cartes que vous rentrez sur Internet seront perdues, mais si le jour où elle est perdue, c'est toujours mieux que ce soit une carte virtuelle ou une carte avec pas grand-chose dessus que votre carte qui est liée à votre compte. Pareil, en bonne pratique, j'ai mis garder la liste des sites sur lesquels vous enregistrez vraiment votre carte. C'est quand même pas mal en cas de problème, hein, de pouvoir checker un peu tous ces sites-là. Et puis, on va dire que là, c'est un peu de la haute disponibilité, mais c'est de la répartition de risque aussi. Essayer d'avoir plusieurs banques, avoir une banque pour la vie de tous les jours, une banque avec ses économies. Et, on va dire que ça baisse le risque. Donc, dans les critères de choix de votre banque, alors, il y a le coût je vous en ai parlé, rajouter un RIB de manière instantanée. Donc, sur certaines banques, on est obligé d'attendre 2-3 jours avant de pouvoir faire un virement. Moi, je trouve ça plutôt une bonne option. Après, c'est à vous de voir. Hein, mais... Ensuite, de même, tout ce qui est virement immédiat. Donc là dans ce que je vous ai parlé, il y a eu rajout de RIB immédiat plus virement immédiat. Je n'ai pas trouvé de banque sur laquelle on pouvait désactiver ces virements immédiats, mais si vous en connaissez, ça m'intéresse. Je vous ai parlé du process de récupération de compte. Donc celui qu'on a vécu, il était pas topissime, j'ai trouvé. Après, quand on va dans une banque, on ne va pas leur poser la question quel est votre process de récupération, mais je pense qu'il y a des progrès à faire dessus. Et puis, bien sûr, pouvoir bloquer son compte 24 heures sur 24 et pas attendre le soir, le week-end, ce serait quand même pas mal. Alors, certaines banques proposent des authentifications fortes type YubiKey, donc ça permet de valider. Alors, ça permet aujourd'hui uniquement de se connecter, ça ne remplace pas le code à chiffres et lettres. Et ce serait quand même pas mal qu'on puisse valider des transactions ou valider des virements avec sa YubiKey. Donc, bon, peut-être que ça viendra dans le futur. Et donc, du coup, pour conclure, je voulais simplement vous dire que cette expérience, ça nous est arrivé, mais ça peut un peu arriver à tout le monde. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est faites le point un peu sur votre situation avant qu'il ne soit trop tard. Donc, pensez à imprimer un peu des codes ou faire le point. Retirez. Si vous avez des vieux téléphones qui sont enregistrés, qui sont simplement tombés à l'eau, on va dire que Google, Apple, eux, ils sont encore enregistrés, donc ils vous diront si, il faut que vous validiez l'accès sur ce téléphone-là. Puis vous dites ah oui, mais il marche plus, moi je l'ai jeté. Si vous l'avez pas retiré de votre on va dire de votre compte, il sera toujours enregistré. Donc faites une petite revue périodique de tous vos accès, de tous les PC qui ont accès à vos mails et de tous les devices. Et ça peut pas faire de mal. Alors après, les deux points suivants, c'est un petit peu pour élargir le débat. C'est là, je parlais de tout ce qui était un problème bancaire. Pour rester sur on va dire toutes ces tentatives de fraude, il y a maintenant de plus en plus de fraudes qui sont dues au phishing. Donc c'est les gens qui vous appellent au téléphone pour vous dire il y a un grave problème sur votre compte en banque. Alors je suis persuadé que pour tout ce qui est phishing, vous avez des tests de phishing dans vos entreprises par mail. On reçoit ça. Maintenant, on est bien habitué. Au téléphone, on est un peu moins habitué à les recevoir. Et puis quand on nous dit qu'il y a notre compte en banque qui est en train de se faire vider, qu'il faut faire des actions vite, faut un peu garder son sang-froid pour se dire est-ce que c'est vraiment ma banque qui m'appelle? Surtout que maintenant, des fois, les numéros présentés, c'est vraiment le numéro de la banque. Donc ces gens-là qui vous appellent, ils récupèrent toutes vos informations avant de vous appeler. C'est vrai que c'est beaucoup plus crédible. On vous dit monsieur machin, je suis votre conseiller de telle banque. Ils ont un maximum d'informations sur vous. Donc évitez de rentrer ces informations-là sur tous les sites. Là, la semaine dernière, j'avais pris un billet pour la foire de Paris. On me demande ma date de naissance. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ma date de naissance? Donc rentrez des fausses informations. Posez-vous la question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ces informations-là? Et s'ils n'en ont pas besoin, rentrez des fausses informations. Sur la date de naissance, moi je mets le 1er janvier de l'année, au moins ils auront mon âge, mais ils n'auront pas des informations personnelles qui peuvent être utilisées. Et donc voilà, sensibilisez votre entourage un peu sur ces mésaventures, surtout les personnes âgées. Et écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et que si je peux sauver 2-3 d'entre vous, pour moi, ce sera déjà gagné. Merci à tous. J'y reste. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions, mais je reste disponible dans le couloir ou après le talk si certains veulent échanger.